commence en 1986 avec Mike Richardson, un propriétaire d'une chaîne de magasins spécialisée dans la vente de comics depuis le début des années 80, qui est témoin du très florissant marché des comics indépendants. Il suit par exemple le succès des Tortues Ninja de très près. Il décide alors de créer sa propre maison d'édition qu'il baptise Dark Horse Comics pour proposer aux lecteurs autre chose que des histoires de super-héros tout public. Dans cette démarche, il souhaite offrir des histoires plus ambitieuses, adultes, gore et vulgaires, pour les gens qui éprouvent une surdose de la recette des Marvel et DC Comics. Il est alors aidé par le scénariste Randy Stradley, qui est nommé vice-président de la société. En juillet, ils sortent les deux premiers comics books, Dark Horse Present et Boris the Bear. Le premier connaît un succès assez important et aura par la suite son propre magazine qui obtiendra en 2 ans 26 récompenses et nominations. Le deuxième attire tout autant de lecteurs grâce à ses histoires parodiques et violentes, se moquant des personnages de comics, des éditeurs, ainsi que du fonctionnement même de l'industrie. Pour ces 2 numéros, Richardson était parti sur 10 000 exemplaires, mais la maison d'édition en a finalement écoulé 50 000. En septembre 1987, pour le 10e numéro de Dark Horse, apparaît pour la toute première fois le personnage de The Mask, surnommé Big Ed, un anti-héros qui a été créé par Mike lui-même. Une idée qui date de 1982 où il a imaginé un homme acquérir des super pouvoirs grâce à un masque. Dans son esprit, le personnage était un croisement entre le Joker et le Creeper. Bon, je pars du principe que vous connaissez tous le premier personnage que j'ai cité, mais pour le deuxième, c'est une sorte de justicier dérangé, immédiatement reconnaissable grâce à ses cheveux verts et sa peau jaune électrique. Richardson avait cette année-là dessiné un petit croquis pour une publication de presse amateur. Voici donc le tout premier design du masque. Comme vous le savez déjà, l'histoire tourne autour d'un masque magique au pouvoir illimité, conférant d'immenses dons cartoonesques. Le personnage qui le porte devient alors extrêmement dangereux, antisocial et sanguinaire. Mon idée se base sur la nature humaine. On dit tous, si seulement je pouvais faire ceci, si seulement je pouvais faire cela. Et tout d'un coup, quelqu'un de très ordinaire reçoit des pouvoirs extraordinaires et décide de ne plus se laisser faire, de se venger. Mike engage alors le scénariste Mark Badger qui va développer une histoire pendant près d'1 an, mais le fondateur de Dark Horse l'interrompt car il ne partage pas la même vision pour le personnage. D'un côté, il y a Mark qui le voit comme un démon protecteur, alors que de l'autre, Mike veut qu'il soit la personnification du mal que l'on cache tous au fond de nous. Pour repartir sur de nouvelles bases, l'artiste Chris Warner est embauché pour donner au personnage une nouvelle apparence. Richardson fait également appel aux auteurs Dune Monkey et John Arcudi pour écrire et dessiner ses nouvelles aventures. Pour les guider, Chris va décrire le personnage comme un parfait mélange de Tex Avery et Terminator. I'll be back. John et Doug ont vraiment capturé l'essence du personnage. Un peu plus violent que je ne l'aurais imaginé, mais c'était très amusant. Leur première histoire raconte les aventures d'un certain Stanley Ipkiss, qui est montré comme un homme faible et névrosé. Il cherche un cadeau à offrir à sa petite amie Katie. Dans un magasin d'antiquités, il achète un vieux masque. Étant comme appelé par l'objet magique, il décide de le porter et se transforme en un être loufoque surpuissant. Après avoir exploré ses nouvelles capacités, Ipkiss se déchaîne. Il va par exemple se venger de son professeur d'école qui était très méchante avec lui lorsqu'il était tout petit en l'étouffant devant des enfants mortifiés. Après avoir enlevé le masque, Stanley devient peu à peu conscient de ce qui se passe. Ses actes commencent à avoir un impact émotionnel et il devient verbalement abusif envers sa petite amie. Au vu de son comportement, elle décide de le chasser en gardant le masque avec elle. Plus tard, il fait irruption dans son appartement pour le récupérer, mais la police arrive pour l'arrêter. Décidant que sa seule issue pour s'échapper est de reprendre ses pouvoirs, Stan enfile à nouveau le masque et tue plusieurs flics. Il rentre ensuite chez lui, se préparant à quitter la ville, mais Katie décide de porter le masque à son tour et l'abat. Cette série connaîtra un grand succès et sera entre autres suivie par Le Retour du Masque et Le Masque contre-attaque, qui racontera également des histoires dramatiques et très sombres. Pendant ce temps, une société de production indépendante cartonne au cinéma depuis quelques années grâce à un croque-mitaine brûlé qui s'en prend à des adolescents. Richardson, qui est un grand fan de la saga Freddy et surtout de son approche artistique, souhaite vendre les droits du masque à la New Line Cinema pour en faire une adaptation cinématographique. Loin d'être fermé à l'idée de lancer une potentielle nouvelle franchise d'horreur, le projet va étonnamment connaître plusieurs faux départs. Premier problème, comment transformer une bande dessinée remplie de violences gratuites en quelque chose de visuellement acceptable pour un jeune public? Il faut forcément édulcorer la violence car la bande dessinée va vraiment trop loin, et le but est que le film soit exploitable sur le plan commercial. Et deuxième problème, les bandes dessinées n'étaient pas vraiment prises au sérieux à Hollywood dans les années 90. Même le grand succès de Batman de Tim Burton n'a pas réussi à faire évoluer les mentalités. Il faudra attendre l'arrivée des X-Men et les Spider-Man de Sam Raimi au début des années 2000 pour que ça change.
Malgré tout, c'est le scénariste Michael Fallon qui est embauché pour écrire le premier script en 1991. Mais cette première ébauche se rapproche énormément de l'esprit du comics. Chargé d'alléger le ton de l'histoire, Mark Verheiden introduit quelques éléments comiques, notamment Milo, l'acolyte à quatre pattes de Stan Ipkiss, et le numéro musical Sancho le Cubain. Alors que le script commence à se mettre en place, la New Line Cinema est toujours à la recherche de son rôle principal. Mais le fait que le développement du projet ait pris autant de temps est finalement très bénéfique pour deux raisons. La première, c'est parce qu'en seulement 2 ans, durant les réécritures de The Mask, la société Industrial Light and Magic a montré que certains effets spéciaux qu'on ne pouvait absolument pas faire dans les années 80 sont maintenant possibles. Donc, les nombreuses scènes d'effets spéciaux que demande le film seront alors confiées à cette société. Et la deuxième raison, c'est Jim Carrey, qui commence tout juste à être connu. Si la production s'en était tenue à son calendrier initial, le film n'aurait pas eu ces deux éléments cruciaux qui ont contribué à son grand succès. En effet, c'est le metteur en scène Chuck Russell, engagé pour le film, qui avait à l'origine insisté pour que ce soit une comédie avec Jim Carrey dans le rôle principal, après l'avoir vu jouer au Comedy Store de Los Angeles. À cette époque-là, Jim Carrey était apparu dans quelques films, mais il était surtout connu grâce à ses apparitions dans l'émission humoristique In Living Color, diffusée sur la Fox. J'ai appelé le producteur tout de suite et j'ai dit « C'est lui le masque ». Un rôle très physique qui lui va comme un gant. Le réalisateur affirme avoir fait un certain nombre de réécritures non créditées sur le scénario en pensant aux comédiens. C'est à partir de ce moment-là où le script ne comportait plus aucune scène horrifique. Quand j'ai donné le scénario à Jim Carrey pour la première fois, il a dit « Oh mon Dieu, c'est comme s'il avait été écrit pour moi ». Et j'ai dit « C'est le cas, si vous ne le faites pas, je ne sais pas ce que je vais faire ». Et puis Jim a dit « Je n'oublierai jamais ça, je suis prêt à jouer ce rôle lors des ouvertures de supermarchés jusqu'à mes 70 ans ». C'est à l'âge de 7 ans que Jim Carrey se découvre un talent pour la comédie. Quotidiennement, il s'entraîne devant un miroir et s'amuse à faire beaucoup de grimaces. Très vite, son père décide de l'aider à organiser des spectacles dans différents cabarets à Toronto. Mais malheureusement, la réussite n'est pas au rendez-vous et Jim arrête l'école à 16 ans pour rejoindre son père à l'usine. Plus tard, il s'essaye au stand-up et c'est là où tout commence. Il devient la tête d'affiche dans un comedy club à Toronto où les critiques le qualifient de véritable star qui prend vie. En 1981, il quitte le Canada pour aller à Los Angeles avec seulement 1000 $ en poche. Il obtient très vite une petite notoriété à la télévision et la suite, on la connaît. Serre-moi fort, Johnny. C'est le dernier rayon de soleil. Avant Jim, Matthew Broderick et Nicolas Cage étaient tous les deux présélectionnés pour le rôle principal. Pour le rôle de Tina Carlyle, le réalisateur Chuck Russell pense à Anna Nicole Smith, mais l'actrice était déjà prise sur le tournage de Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood ? Un directeur de costume recommande alors une certaine Cameron Diaz, un mannequin avec qui il avait travaillé quelques semaines plus tôt. Les producteurs sont d'abord réticents car elle n'a aucune expérience dans le milieu du cinéma. Mais le metteur en scène croit en elle. Il insiste tellement pour la voir qu'il menace de ne pas faire le film s'il ne peut pas la choisir. Elle obtient le rôle après avoir passé l'audition une douzaine de fois face à Jim Carrey. Une expérience très stressante pour la jeune femme. Et pour Dorian, un officier de la mafia fou, psychopathe, manipulateur et arrogant, c'est d'abord Jack Nicholson, Willem Dafoe, Dennis Hopper et Robert De Niro qui ont été envisagés. Mais suite à des conflits d'horaires, c'est finalement Peter Green qui est choisi. Et c'est en août 1993, après des années d'attente, que le tournage de The Mask commence enfin avec un budget estimé entre 18 et 22 millions $. Pour commencer, 2 scènes très intéressantes ont été tournées mais ont été finalement coupées dans le montage final. La première était ce que devait être la vraie scène d'ouverture du film où l'on voyait des Vikings qui venaient enterrer le fameux masque sur le rivage. L'autre scène se passait dans l'entrepôt après que Peggy ait remis Stanley à Dorian. Elle demande sa récompense, mais le mafieux la jette dans l'imprimerie avec un journal qui montre son visage écrasé qui informe qu'elle est morte cette nuit-là. Mais cette dernière séquence a été supprimée car elle a été jugée trop sombre par les spectateurs lors des projections tests. Durant le tournage, Jim Carrey a dû s'armer de patience. Pour réaliser les scènes avec le masque, l'acteur devait subir 4 heures de maquillage par jour. Le comédien se donne à fond et n'hésite pas à faire quelques improvisations, comme l'une des premières scènes du masque où il sort un préservatif humide de sa poche.
Ah non, je me trompe de poche. Dans la scène où il est déguisé en français, il devait fumer une cigarette de cartoon qui, en une aspiration, se consumait totalement. Mais l'accessoire n'a pas fonctionné correctement, donc il a improvisé en imaginant une fumée en forme de cœur et une flèche qui se plante dedans. La scène où Milou ne lâche pas le frisbee alors que Stanley essaie de cacher l'argent dans son placard n'était pas du tout prévue non plus. L'acteur a alors improvisé une réaction frustrée. Les dents surdimensionnées du personnage devaient à l'origine être utilisées uniquement pendant les scènes où il ne parlait pas. Cependant, Jim Carrey a appris à parler avec pour rendre son personnage encore plus farfelu et pour éviter les faux raccords. Chuck Russell a révélé que beaucoup d'argent avait été économisé sur les effets spéciaux grâce à Jim Carrey. Les mouvements du corps du comédien étaient si flexibles et caricaturaux qu'il ne voyait pas la nécessité de les améliorer numériquement. Pour la scène culte de Sancho le Cubain, les producteurs voulaient d'abord la supprimer. Ils ont insisté sur le fait que c'était trop long, pas drôle et que ça cassait le rythme du film. Mais heureusement, les spectateurs l'ont tellement adoré durant les projections test qu'ils l'ont finalement gardé. D'ailleurs, à la fin de la danse, Jim Carrey embrasse une vieille dame avant de s'enfuir. Ce n'était pas du tout prévu à la base. L'actrice a été très surprise. Lors de son arrestation, le masque dit « Ow! Where's a camcorder when you need one? » Il s'agit d'une référence voilée au passage à tabac de Rodney King. Pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire, Rodney King est un Afro-Américain, connu pour avoir été victime de brutalité policière le 3 mars 1991 à Los Angeles au terme d'une course-poursuite. Filmé par un citoyen via un caméscope, les images de son arrestation firent le tour du monde. Le seul passage du film qui rappelle la violence du comics est le moment où on découvre les deux garagistes avec des pots d'échappement dans le cucu. Eh bien, sachez que dans la bande dessinée, ils n'ont pas le même destin car ils sont tout simplement pendus avec plusieurs outils transpercés dans le crâne. Et bon appétit bien sûr. Pour la scène entre Nico et Dorian, un golfeur professionnel a été utilisé pour frapper la balle de golf qui se trouve sur la bouche de Peter Green. Même si tout était sous contrôle et sans risque, le cri qu'on peut entendre est la véritable réaction du comédien qui n'était pas très rassuré. Pour la scène du Coco Bongo, Cameron Diaz et Jim Carrey ont réalisé la majorité de la chorégraphie. Bon, bien sûr, pour les mouvements plus techniques, des doublures ont été utilisées. Lorsque Stanley se fait réveiller par Milo en train de lui lécher l'oreille, un pot de beurre de cacahuète fraîchement ouvert est visible sur sa table de chevet, révélant comment l'équipe du film a réussi à faire jouer le chien. Pour les effets spéciaux, deux équipes d'ILM sont sur le coup. Ils avaient pas mal de boulot mais surtout besoin de temps. Par exemple, ce passage de seulement quelques secondes a pris 4 semaines de travail pour être réalisé. Ce travail révolutionnaire aboutira à une nomination aux Oscars pour les meilleurs effets visuels. Passez-moi la rubrique des chiens écrasés. Après tout ça, The Mask sort officiellement le 29 juillet 1994 et c'est un énorme succès, rapportant plus de 350 millions de dollars dans le monde, devenant à l'époque le deuxième film de super-héros le plus rentable derrière Batman. Il a reçu également de très bonnes critiques. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Chuck Russell nous livre ici un film d'une richesse monstre. Plus qu'une adaptation d'un comic book, beaucoup moins violente que sa version papier s'adressant ainsi à un public plus large, The Mask est une comédie d'action certes, mais c'est aussi un bel hommage à l'univers de Tex Avery servi par des effets spéciaux signés ILM absolument incroyables. Le résultat est tout simplement bluffant tant le support de base est en adéquation avec les moyens de l'époque. Mais le film ne repose pas uniquement sur son visuel, il jouit aussi de dialogues et de répliques cultes qui raviront aussi bien les puristes de la version originale que ceux de la version française. Et pour ma part, je ne vais pas être très original, mais The Mask est tout simplement l'une des meilleures comédies que j'ai pu voir dans ma vie. Un film d'une incroyable générosité, bourré de références, de répliques et de scènes cultes. En plus d'être original, le concept est tout bonnement génial. Quand on y pense, c'est un véritable coup de poker qu'a fait la New Line Cinema à l'époque. La société de production a donné carte blanche au réalisateur Chuck Russell pour qu'il abandonne l'esprit horrifique et violent du comics pour appuyer sur le côté cartoonesque. Ils ont aussi accepté Jim Carrey dans le rôle principal, alors qu'à ce moment-là, il n'était pas vraiment connu. Et heureusement qu'ils l'ont pris, car il est tout simplement exceptionnel et nous livre une performance spectaculaire dans le rôle de Stanley et du Masque. Même si tout le casting est parfait, il faut avouer que l'acteur porte à lui seul tout le film. Sans son énorme talent, on n'aurait pas eu une œuvre aussi parfaite. C'est le genre de long métrage qu'on connaît tous par cœur, mais qui est toujours un grand plaisir à revoir. Elle est si douce. J'adore cette fille. Et voilà un petit caniche. Il fallait le tuer, la pauvre bête avait la rage. Quand les emmerdes arrivent, c'est moi qui interviens. Ici, c'est moi qui fais la loi. C'est clair? Alors, faites pas chier.
Je crois que ce martien veut communiquer. Ça casse les loulous! Vous êtes sur la liste? Non. Cependant, mes amis doivent y être. Vous les connaissez, on les voit partout. Benjamin Franklin, Ulysse Grant et Andrew Jackson. Splendide! Alors, on a failli se louper. L'orange, c'est la santé. Réserve ta soirée, cocotte! Au champ du coq, tu passes à la casserole! La caisse est vide. Vous arrivez un peu tard. Pour être honnête avec vous, ça a été très compliqué d'écrire cette critique car ce film est juste génial et parfait. Je n'arrive absolument pas à développer et je pense qu'il n'y a tout simplement rien à ajouter. The Mask est une totale réussite, un chef-d'œuvre, une œuvre intemporelle qui a fait et fera encore rire petits et grands. C'est un fait très rare, mais Jim Carrey a été nominé pour un Golden Globe pour le meilleur acteur dans une comédie, et en même temps pour un Razzie Award dans la catégorie Pire Révélation. Jim Carrey a été payé 450 000 $ pour son travail dans le film. Une énorme aubaine pour la New Line Cinema, car l'accord a été signé avant Ace Ventura. Même si ça peut sembler être beaucoup d'argent, ce n'est pas grand chose face au chèque de 7 millions de $ qu'il a reçu quelques mois plus tard pour son rôle dans Dumb and Dumber. Des années avant Le Fils du Masque qui est sorti en 2005, il y avait un projet pour The Mask 2, mais cette suite a été annulée quand Jim Carrey a refusé de reprendre son rôle. Les producteurs avaient pourtant proposé l'énorme somme de 10 millions de $. Il existe un comics qui réunit le Joker et le Masque. Peut-être qu'un jour on aura la chance d'avoir un film basé sur cette histoire. The Mask 2, qui n'a jamais été réalisé, aurait fait revenir Dorian pour se venger, et le masque aurait été cette fois-ci porté par une femme. L'année 1994 était l'année de Jim Carrey. Avec Ace Ventura sorti en février, The Mask en juillet et Dumb and Dumber en décembre, les trois films ont été des succès commerciaux avec plus de 107 millions de $, 350 millions et 240 millions. Le club Coco Bongo existe vraiment. Situé au Mexique, il propose des spectacles extravagants et il est devenu une destination très populaire pour les touristes et les fans du film évidemment. Le garage où Stanley Ipkiss va chercher sa voiture en réparation n'est autre que l'ancienne caserne des pompiers servant de QG aux membres de SOS Fantôme. Et pour finir, voici les anciens designs du masque avant que le scénario ne soit finalisé. Et oui, ça fait peur. Et voilà, c'est tout pour The Mask. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve très vite pour de nouvelles rétrospectives. Mais en attendant, n'oubliez pas de commenter, liker et à vous abonner.